Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette session des rencontres capitales qui est consacrée à l'IA. On va revenir en détail sur le sujet. Rencontres capitales, comme vous le savez, qui sont organisées par le groupe de presse professionnel AEF Info. Pour mémoire, AEF Info, c'est un média spécialisé sur bien tous les champs du social et de l'économie, socio-économique, avec, je ne vais pas tous les passer en revue, mais nous avons l'enseignement scolaire, l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche, innovation, la formation professionnelle, les politiques de l'emploi, les RH, le développement durable et la RSE. Bref, équipe de conséquente de journalistes mobilisés au quotidien sur tous ces sujets. Et puis l'AEF, c'est aussi des événements qui sont organisés, comme ces rencontres capitales, également des colloques, des salons professionnels, des salons grand public aussi. Bref, une grande diversité d'événements, à peu près une cinquantaine chaque année que nous organisons. Je dis nous parce que je suis Cyril Duchamp et je suis journaliste à l'AEF. J'ai le plaisir donc d'animer ce débat avec les intervenants que je vais vous présenter donc on est ensemble pendant 1h30 à peu près. Un débat qui va être l'occasion de questionner l'intelligence artificielle. C'est évidemment un sujet ô combien d'actualité et dans tous les esprits. On va essayer d'aborder ce sujet d'une manière un peu particulière, puisqu'il va s'agir de penser les liens finalement qui nous relient pour l'intelligence artificielle, en se demandant à quelle fin. Alors évidemment, quand on parle d'intelligence artificielle, je ne vais pas être très long, mais on va le voir tout au long de ce débat, ça suscite évidemment de la fascination, c'est ce qu'on voit le plus souvent, ça suscite aussi beaucoup de craintes, ça suscite aussi peut-être des espoirs. On a des discours positifs sur finalement un monde facilité par des algorithmes qui permettent d'aller au-delà de l'automatisation qu'on peut connaître ou de la robotisation pour rendre les choses plus simples, plus accessibles, plus immédiatement accessibles. Et puis, il y a ces pratiques qui sont de plus en plus quotidiennes, en particulier dans les jeunes générations, mais pas seulement. C'est pas du tout l'apanage uniquement de la Gen Z, comme on dit. C'est de questionner des algorithmes que vous connaissez, les OpenAI, ChatGPT, etc. Et de poser des questions et d'obtenir des réponses extrêmement rapides. Alors, dans quelle mesure, en posant ces questions, on les pose comme on les poserait à un être humain, et en quelle mesure on reçoit des réponses qu'on pourrait attendre des êtres humains, et finalement peut-être comment on redessine, on voit les liens interhumains qui peuvent s'en trouver modifiés, peut-être profondément, peut-être superficiellement. On interrogera ces aspects-là. Dans tous les cas, l'IA pose évidemment des questions sociales et des questions économiques, des enjeux qu'on pourrait qualifier d'enjeux civilisationnels. On passe peut-être vers une nouvelle ère. Reste à savoir comment on aborde le sujet et comment on peut avoir encore une maîtrise de ces outils. Alors pour en parler, j'ai avec moi Isabelle Calvez. Bonjour, vous êtes directrice générale adjointe d'Alixio. Alors Alixio, c'est un groupe de conseil stratégique et de services opérationnels dédié à la réussite des transformations à fort enjeu humain. C'est comme ça que je vous définis. C'est à peu près exact. Parfait. Vous avez également été DRH de grandes entreprises. Vous avez été DRH du groupe Suez et du groupe Veolia. À vos côtés, Paul Durand. Bonjour, vous êtes fondateur et président de l'ONG Bayes Impact, qui est une ONG qui développe des outils d'IA. C'est vraiment spécifique sur l'intelligence artificielle, mais à vocation sociale, j'oserais dire, en tout cas à impact social et peut-être environnemental, puisque vous les développez pour les mettre au service des associations, de services publics ou d'opérateurs publics pour finalement maximiser l'impact de leurs actions. Vous avez une devise chez Bayes Impact, c'est la technologie au service de l'humain à grande échelle. Ça résume bien votre approche. ONG créée en 2014, d'abord aux États-Unis, et puis aujourd'hui un positionnement depuis 2016
en Europe et plus particulièrement en France. Gilles Babinet, bonjour. Gilles Babinet, on vous connaît bien, vous avez beaucoup de casquettes, vous êtes entrepreneur, vous êtes président de la mission Café IA, vous êtes aussi représentant de la France sur les questions de l'IA, Digital Champion pour la France auprès de la Commission européenne et membre du comité de l'IA. Alors un mot sur ce comité de l'IA qui contribue finalement à coordonner, assurer une coopération entre les États membres de l'Union européenne pour une mise en œuvre, on pourrait dire, et une application cohérente de la législation sur le sujet pour l'ensemble de l'Union. Le Café IA, peut-être que vous en toucherez un mot, c'est un espace d'écoute, de rencontre, de dialogue, de débat sur les sujets structurels que porte l'intelligence artificielle. Et puis Serge Tisseron, bonjour, vous êtes psychiatre et docteur en psychologie. On vous connaît bien en particulier pour vos travaux en lien avec l'univers de l'enseignement, de l'éducation nationale, en particulier du numérique. Vous avez cofondé, notamment avec Frédéric Tordeau, le diplôme universitaire de cyberpsychologie de l'université Paris-Cité, un diplôme universitaire qui était pionnier, puisque c'est la première formation, sauf erreur de ma part, universitaire sur le sujet en France. Et puis vous êtes auteur de quantité d'ouvrages, tous aussi passionnants les uns que les autres. J'en cite quelques-uns. Je pense d'ailleurs on devrait pouvoir en retrouver à la librairie de l'Espace Agora. Le jour où j'ai tué mon frère, quand l'IA fabrique la photographie de nos souvenirs, ça c'est en 2025 cette année. L'emprise insidieuse des machines parlantes, plus jamais seules, c'était en 2020. Ou encore, et ça a été un grand succès, le petit traité de cyberpsychologie qui date déjà de 2018. Alors, nous devions avoir également avec nous Véronique Turner, qui est présidente de Numéum, et qui malheureusement n'a pas pu se joindre avec nous pour des raisons qui lui sont personnelles et qui sont extra-professionnelles. Elle tient à s'excuser évidemment de son absence. Voilà. Je vous propose peut-être, pour commencer ce débat, quand on parle d'IA, on a eu coutume d'avoir beaucoup finalement de prévision, des exercices de prospective plus ou moins réussis. Moi, j'aimerais voir avec nos intervenants ce qu'il en est aujourd'hui concrètement, c'est-à-dire où en sommes-nous finalement avec l'IA, quels sont les impacts socio-économiques qui sont constatés. Et je vais commencer avec vous, Gilles Babinet, puisque en vous posant cette question, donc comme je disais, finalement cet enjeu de l'IA ou ces approches sont au cœur des débats depuis déjà de quelques années, mais qu'en est-il des effets avérés? Est-ce qu'on a un petit peu de recul? Est-ce que le raz-de-marée annoncé aujourd'hui prend forme ou est-ce qu'il est même réalité? Oui, bonjour à toutes et tous, merci de m'avoir invité. Rapidement, sur le plan technologique, évidemment depuis les grands modèles, et notamment GPT 3.5, il y a une accélération sans commune mesure avec tout ce qu'on a connu au cours des 80 dernières années. Deux moments marquants récents, le lancement de GPT-5 qui a été une déception. Il faut se rappeler que Sam Altman disait 3 ans plus tôt que GPT-5 serait probablement une intelligence artificielle générale. Et puis un moment très très récent, puisque ça fait 48 heures, c'est le lancement de Gemini 3 de Google, qui se classe pour l'instant très très bien dans les indices de performance et qui relance un peu qui remet une pièce dans la machine sur le sujet des transformers et des grands modèles, où on se rend compte que en fait, ça continue à progresser. Il y avait un certain nombre d'acteurs, dont évidemment Yann Lequin, le français, qui disait qu'on allait voir une sorte de plafonnement de ces technologies. L'approche qui est ce qu'on appelle super agentique permet de continuer à progresser. Est-ce que ce sera une progression constante? C'est très difficile à dire, mais ça, c'est sur le plan technologique. Sur le plan des conséquences, et notamment sur l'emploi, alors il y a beaucoup d'informations actuellement. Il y a plusieurs faits marquants. Il y a le patron de l'équivalent de l'INSEE américain qui, il y a 2 mois, a fait une déclaration en disant qu'on ne voyait pas l'impact de l'intelligence artificielle encore en agrégé. Et je crois que c'est très important de distinguer ce que l'on observe à l'échelle d'une entreprise, ce qu'on appelle en microéconomie,
de ce que l'on voit en macroéconomie. Vous avez des phénomènes inverses. Alors parfois, vous pouvez avoir de la création de productivité dans une entreprise et de la destruction ailleurs, et qui peut avoir des conséquences sur l'emploi qui sont extrêmement curieuses. Ce qui est vraisemblable, c'est que pour le moment, on a beaucoup d'entreprises qui font des plans de licenciement et qui utilisent assez largement le prétexte de l'IA pour les faire. Les plus connus qu'on a observés, c'est ceux de Amazon et de Accenture, respectivement 17 000 et 14 000 personnes. À l'échelle de ces entreprises, Amazon, c'est 1,5 million de personnes, de salariés. Accenture, c'est 750 000. C'est vraiment rien. Et il est vraisemblable que ce soit plus un sous-incident dans la mesure où la croissance américaine, si vous retirez justement ces investissements dans l'intelligence artificielle, elle est extrêmement faible. On considère que les investissements dans l'IA, c'est 80% de la croissance américaine. Donc, pour le moment, en macroéconomie, on ne le voit pas, mais on pense qu'il y a une sorte de choc à venir. C'est-à-dire qu'on a des gains de productivité en microéconomie qui sont suffisamment forts pour qu'on ait un impact qui va sans doute s'exprimer de façon sensible sur 2026. Et le sujet, j'en finirai par ça, c'est que on sait accompagner ça quand ça ne va pas trop vite, on ne sait pas quand ça va trop vite. Et de la productivité qui se manifeste trop vite, c'est bon pour personne. C'est bon pour une ou deux entreprises, mais pour la société au sens large, on ne sait pas gérer ce qu'on appelle le frottement schumpeterien, qui se traduit par des gens qu'on n'arrive pas à replacer dans de nouveaux emplois. Et donc, il faut souhaiter que ça aille pas trop vite. Ouais, je vais interroger Isabelle Calvez par rapport à ça, cet impact sur l'emploi, mais peut-être une question, alors c'est un peu une question piège parce que la réponse ne peut pas être donnée en 2 minutes, j'en ai conscience, mais pour coller totalement avec l'actualité, on a eu au moins 2 annonces, là, ces derniers jours, celle du PDG de Google, Sundar Pichai, qui dit « Attention, on a un petit peu un effet de plateau, justement, sur ce que vous mentionnez, sur le côté d'investissement sur l'IA », et puis, sauf erreur de ma part, on a c'est pas une tornade, mais enfin, on a quand même des inquiétudes, des frémissements du côté des marchés asiatiques, en particulier sur la bulle spéculative autour de l'IA. Très rapidement, pour vous, sont des signes de cet effet de plateau ou c'est beaucoup plus compliqué à Oui. analyser? Alors, la bulle, il se trouve que je m'étais avancé il y a déjà 1 an et demi en disant on a un problème de bulle. Et à l'époque, je ne sais pas si Paul, tu étais dans ce dîner où j'avais demandé qui pensait qu'il y avait une bulle. Ah, tu étais là? Donc il y avait 25 personnes. 3 personnes ont levé la main en disant « Ouais, je pense qu'il y a une bulle. » Et je crois que tu n'avais pas levé la main. Si tu avais levé la main, d'accord. Donc, et en fait, on a refait ça. J'étais dans un autre dîner il y a peu de temps, et on a refait ça. Et il y avait probablement 15-16 personnes. Il y avait une personne qui n'a pas levé la main. Donc c'est très différent par rapport à il y a quelques mois. Où que Paul, moi et je ne sais plus qui on était 3, il me semble, à avoir levé la main, c'est ça. Donc il y a une anticipation qui est extrêmement forte. Ça serait un peu long d'expliquer ce qui se passe, mais à mon avis, il n'y a que 2 scénarios. Il y a le scénario du dégonflement ou le scénario du crack, mais il n'y a pas le scénario de la continuité. C'est-à-dire que à tous égards, quand vous prenez les métriques, quand vous avez ce qu'on appelle les price earnings sur les entreprises qui sont presque toujours au-dessus de 100, sur toutes les grandes entreprises, tous les analystes vous disent qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne assez fortement. Donc là, pour le moment, ça descend sur les très grandes entreprises, on a perdu 15% en l'espace de 2 semaines. L'idéal, ce serait que ça continue comme ça et que ça baisse de quasiment 50%, sans emmener l'économie réelle. Si ça va plus vite, ça va être problématique. Ok. Isabelle Calvez, alors sur le front de l'emploi, qu'en est-il? Est-ce qu'on est véritablement sur cette vague d'intégration opérationnelle de l'IA? Est-ce que les entreprises y réfléchissent encore? Et après, ça dépend certainement des catégories. Enfin, qu'est-ce que vous constatez, vous, au niveau de vos activités de conseil? Alors, bonjour à tous, c'est gentil d'être avec nous un samedi après-midi. Voilà, alors moi je suis une ancienne DRH et j'ai rejoint un cabinet de conseil à Lixio au mois de mars. Donc je peux vous parler de ce que je constate là depuis le mois de mars. Et en fait, en quelques mois, ça a beaucoup bougé. Lixio a un grand métier d'origine qui est d'accompagner tous les restructurings des entreprises et de s'occuper du reclassement des gens. Donc on a une bonne vision
de ce qui se passe sur le marché de la restructuration. Bon. Quand je suis arrivée au mois de mars, moi je venais de chez Veolia, on avait déjà dans le plan stratégique beaucoup travaillé sur les impacts de l'IA sur les métiers. Alors il se trouve que Veolia, c'est plus une entreprise de col bleu, de techniciens, d'ingénieurs, mais on avait quand même travaillé sur les impacts, à la fois de toute façon sur les métiers de col bleu, mais aussi sur les cols blancs. Et on voyait déjà, à échéance 3 ans, des impacts de productivité, on va dire, assez importants. Et quand je suis arrivée chez Alixio, j'ai fait la tournée de mes amis et collègues DRH en leur disant « Attention, c'est en train d'arriver, en tout cas, sur les back-office, sur tout ce qui peut être col blanc, tout ce qu'on appelle globalement les cols blancs. » Et la moitié m'ont pris pour une folle en disant oh « Non, mais on ne voit pas vraiment le truc encore, on ne voit pas arriver. » Depuis le mois d'août, il y a eu un espèce de chiffre cet été, il s'est passé un truc, et depuis le mois d'août, en fait, je constate que toutes les entreprises, alors pour des raisons économiques aussi, qui sont prises à la gorge pour des raisons économiques, les patrons ont dit, vous nous mettez de l'IA au maximum dans tous les métiers où ça peut être fait, vous travaillez sur des projections d'IA parce qu'il faut gagner en productivité sur les métiers support, sur tout ce qui peut être amélioré. Et donc, on est parti pour mettre de l'IA à fond, dans tous les grands groupes. J'ai un DRH qui m'a appelé le 18 août, il lui fallait une propale en urgence pour la semaine d'après, en fait, pour commencer à préparer tout ça, retouler les gens, anticiper le reskilling, les mobilités internes, en fait, dans des métiers de fonctions support, d'informatique, de back-office. Donc là, c'est vraiment arrivé. Et 18 août, depuis, j'ai 5 clients, et pas des moindres, des boîtes cotées, voilà, qui sont en train de préparer en fait une transition. Pour l'instant, c'est sur les cols blancs. Je ne parle pas encore de robotique humanoïde, mais ça aussi, c'est en train d'arriver sur les métiers, on va dire, de l'industrie. Donc, on voit vraiment là... Alors, je ne sais pas s'il se cache derrière l'IA, je ne crois pas, parce qu'en fait, on essaye plutôt de cacher que c'est à cause de l'IA. Enfin, on essaye plutôt de dire c'est du restructuring, c'est de la performance, on a des raisons de performance. Mais n'empêche que cette semaine, dans les Échos, je ne sais pas si vous avez vu, mais là, par contre, il n'y avait plus tellement de pudeur. Il y a 2 boîtes qui ont clairement dit on fait un restructuring et c'est lié à l'IA. C'était Nokia, en France, qui dit 400 personnes et ça va toucher des fonctions support et de la R&D. Et hier, c'était Vorwerk, Thermomix, entreprise bien connue, qui dit 120 personnes, parce qu'on met de l'IA pour remplacer aussi notre R&D. Toutes les simulations des nouveaux produits, là, des nouveaux robots, on les fera avec de l'IA. Donc en fait, il n'y a même plus cette pudeur. Donc toi, tu dis, on se cache derrière l'IA, mais je ne sais pas si c'est à la fois il y a à la fois, de toute façon, du restructuring qui entraîne plus d'IA et voilà, et tout ça génère des conséquences aussi sur l'emploi. C'est un mélange des deux. Je réagis parce que Accenture, ils ont un chiffre d'affaires qui est en baisse de 5% cette année. Et donc, c'est beaucoup plus cool de dire on a mis de l'IA partout et donc on a tellement de productivité qu'on se sépare de gens que de dire on a notre chiffre d'affaires qui baisse de 5%. Et je crois que Nokia est dans une situation compliquée. Je ne sais pas pour l'autre entreprise que je ne connais pas, mais il y a quand même une façon d'annoncer les choses qui est à mettre en perspective un peu à l'égard de ces sujets, quoi. Paul Duhan, peut-être un mot concernant la portée, là on parle de l'aspect économique au sens de productivité, performance et d'impact sur l'emploi sous fond de capitalisation, hein, de fluctuation des marchés financiers. L'IA, ça peut être aussi un instrument au service du social, en tout cas c'est votre positionnement. Comment vous voyez l'évolution envisageable de ces usages-là? C'est un vrai secteur d'avenir, le social, avec l'IA? Ça complètement. Donc avec notre ONG Base Impact, on développe donc des outils IA pour les travailleurs sociaux, pour tous les professionnels de l'accompagnement. Donc ça peut être des infirmiers, infirmières, instituteurs et par exemple des assistantes sociales qui doivent suivre 150 enfants à l'aide sociale à l'enfance et qui sont complètement débordés. Il y a une statistique qui tourne qui dit que 85% des travailleurs sociaux présentent des signes de burn-out, avec des tailles de portefeuille qui ne font qu'augmenter. Alors pour plusieurs raisons, hein, pour des raisons aussi économiques, parce qu'il y a des baisses de budget,
aussi sur certaines problématiques où on essaie de renforcer le service, donc on va vers plus d'accompagnement. Et comment est-ce qu'on fait pour résoudre cette équation de on veut plus d'accompagnement tout en ayant moins de moyens? Il y a une vraie question qui se pose, là où dans le monde économique on parle de gain de productivité, en fait dans le monde du social, bon, c'est presque un gros mot, mais en fait comment est-ce qu'on peut réussir à en tout cas libérer du temps humain? Et ça, l'intelligence artificielle est extrêmement prometteuse pour ça, pour deux raisons. La première, c'est que ça permet de faire une forme de personnalisation, mais à grande échelle. C'est-à-dire que, imaginez par exemple des jeunes qui sont suivis en contrat d'engagement par France Travail, pour qui on doit avoir chaque semaine une sorte de plan d'action hebdomadaire de coaching. Faire ce coaching et le faire bien, ça demande énormément de temps. C'est un des grands travaux des managers, de faire des one-on-one avec tous leurs reports. Faire ça de manière qualitative à l'échelle, c'est extrêmement chronophage. On ne peut pas le faire lorsqu'on accompagne 100 personnes. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, par exemple, on développe des outils qui servent à préparer des plans d'action personnalisés pour les jeunes. Et du coup, le conseiller France Travail, il peut simplement aller le vérifier, l'enrichir, etc. La deuxième chose que permet l'IA, et ça c'est vraiment révolutionnaire dans le social, c'est de traiter toutes ces données non structurées qui est vraiment très très présente dans le secteur du social, parce que c'est un secteur qui est moins informatisé. On se retrouve avec soit des systèmes d'information qui datent d'il y a longtemps, qui datent de Mathusalem, ou du moins qui ne sont pas forcément bien intégrés ou qui ne communiquent pas bien entre eux. On est sur des situations humaines qui sont forcément complexes. Donc les travailleurs sociaux, c'est des gens qui s'occupent de gens qui justement sont sortis un peu des cases. Donc on travaille sur des notes, des comptes rendus d'entretien, des choses qui rentrent pas dans un tableur tout bien, tout propre, tout fait. Et ça, cette donnée, elle était extrêmement difficile à utiliser, à exploiter. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a une charge de travail administrative énorme dans le social, parce qu'on passe beaucoup de temps finalement à faire des tableaux, à faire des reportings. Voilà. Et ce que permet l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est de dire, non, en fait, c'est quoi, on va prendre tous les comptes rendus, tous les appels téléphoniques, tous les entretiens que vous avez faits, puis on va directement aller sortir l'information qui est pertinente pour que vous puissiez directement vous concentrer sur la partie humaine. Et ça, on le voit dans beaucoup de domaines, que ce soit le social, aussi dans le médical, les assistants vocaux qui permettent d'aller faire des comptes rendus de consultation pour vraiment économiser du temps administratif aux médecins pour les redonner du temps humain. Voilà, c'est vraiment un mécanisme qu'on retrouve dans beaucoup de secteurs. Ouais, un gain de temps qui effectivement concerne tous les métiers. Là, on parle de la sphère professionnelle, on va dire, le marché de l'emploi et les évolutions, déjà l'état de fait de ce qui se passe et puis les perspectives possibles. J'aimerais qu'on interroge l'aspect un peu individuel aussi avec vous, Serge Tisseron, parce que quand on parle de numérique, c'est pas une nouvelle aujourd'hui, ça fait partie de l'environnement quotidien. Je pense aux réseaux sociaux, je pense à toutes ces plateformes qu'on va utiliser. L'IA introduit quelque chose d'un petit peu différent, si je puis me permettre. Pour résumer, quand on parle des réseaux sociaux, on parle essentiellement de médias, c'est-à-dire d'un intermédiaire entre un humain et un autre humain. Quand on parle d'intelligence artificielle, la chose est toute différente, puisqu'en fait, il s'agit d'une forme d'interaction avec un algorithme, donc avec une question posée, une réponse reçue. Est-ce que ça peut préfigurer une transformation, une évolution de nos intersubjectivités, c'est-à-dire notre positionnement au monde? Est-ce que ça a un impact individuel, ou est-ce que ça peut avoir un impact individuel sur la façon dont on se relie les uns les autres? Merci beaucoup d'abord de cette invitation, merci de votre présence. Alors oui, bien sûr, mais avant d'aborder ce domaine qui concerne les usages quotidiens, souvent familiaux, les usages des adolescents avec des compagnons digitaux, je voudrais dire un mot autour de l'utilisation de l'IA en entreprise. J'interviens pas mal en entreprise. Il y a une vraie inquiétude des employés que les patrons décident de déléguer les tâches les plus simples, les plus bêtes aux intelligences artificielles et de garder pour les employés que les tâches les plus intelligentes à forte valeur ajoutée. Parce que nous avons tous besoin dans nos journées d'avoir des tâches bêtes et simples. Ça repose, ça détend, ça diminue la charge mentale, on y arrive, on est gratifié, on a été plus vite que prévu, effectivement c'était facile, ça fait du bien.
Donc il faut résister à cette tentation-là, et je le dis d'autant plus que c'est un petit peu souvent présenté comme le Graal de l'IA en entreprise. Voilà, on va faire à l'IA tout le sale boulot. Ben non, c'est pas du sale boulot, c'est du boulot que les gens savent faire, qu'ils ont l'habitude de faire, qu'ils font vite et qui les gratifie. Il ne faut pas laisser ça de côté à l'IA. Alors sinon, on a évoqué un événement important, le lancement de Gemini. On aurait pu parler aussi d'Yann Lequin qui quitte Meta et qui va essayer de fabriquer une IA qui repose sur autre chose que sur des LLM, qui a pourtant beaucoup contribué à créer. Mais pour moi, il y a un événement important autour de l'usage quotidien des IA, c'est quand même le fait que Sam Altman et OpenAI se retrouvent avec 7 procès sur les bras pour commencer, et probablement bientôt beaucoup plus. 4 procès pour suicide, 3 procès pour psychose d'IA, caractère AI, 2 procès, et ça ne fait que commencer. Là, vous faites référence à l'utilisation de l'IA en particulier pour du soutien psychologique. Alors non, l'utilisation quotidienne, personnelle, par des gens. En général. Voilà, en général. C'est pas des procès pour des thérapeutes qui auraient voulu utiliser l'IA, c'est des procès pour des usages personnels de l'IA. Donc dans le cas de Character AI, c'est une adolescente de 13 ans, un adolescent de 15 ans. Dans le cas de OpenAI, c'est 5 adultes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est reproché quand même, et ça je pense ça va faire bouger un peu les lignes quand ça va être encore plus médiatisé, il est reproché à Sam Altman d'avoir délibérément mis sur le marché OpenAI, qui n'était pas encore au point et qui était très critiqué dans son propre laboratoire pour faire courir des risques psychologiques massifs aux usagers. Il a quand même décidé de le balancer de manière à ce que Google ne balance pas Gemini avant GPT. Et 2 employés, d'ailleurs 2 personnes dans son labo ont démissionné en signe de protestation. Et donc voilà, ça je pense que ça va faire beaucoup réfléchir les gens. Alors sinon, je pense qu'on ne peut pas aborder la question de la manière dont on utilise les IA dans notre vie quotidienne. Quand même, d'après GPT, 50%, 48 et 49 exactement, des utilisations sont familiales. Après, tous usages confondus, je crois que c'est à peu près 2 tiers des personnes qui cherchent un compagnon virtuel, beaucoup d'ados, évidemment, d'adolescentes, et puis à peu près un 20%, 20 et quelques pourcents, qui se lancent dans des explorations, essayer de vous trouver les limites de la machine, la contourner, etc. Et on ne peut pas envisager ces utilisations privées si on n'a pas à l'esprit le fait que l'IA arrive à un moment où elle comble un vide massif. Il ne faut pas oublier qu'il y a un délitement du lien social qui est très important. La moitié des familles aujourd'hui en France sont monoparentales, plus de la moitié, familles monoparentales. En général, une mère seule avec 1 ou 2 enfants. Solitude absolue, hein. Voilà, je veux dire le soir, seul, etc., quand ils vont se coucher. Alors, en plus, il y a eu la familiarisation avec les outils numériques, puis il y a eu la génération Covid. Il ne faut pas oublier qu'entre 9 et 12 ans, 6-9 ans, pardon, c'est vraiment une période, c'est la période des apprentissages de la vie sociale. Comment gérer les émotions en société. Cette génération-là, elle a été confinée. Elle a grandi, elle est ado, elle n'a pas appris à gérer les émotions de proximité. Et ça, j'en arrive exactement à votre question, la conséquence, on la voit. Quand on discute aujourd'hui avec des ados, on s'aperçoit qu'ils utilisent beaucoup l'IA de 2 façons qui sont assez étonnantes pour moi. Première façon, c'est quand ils ont des choix importants à faire, ils demandent à l'IA de faire des calculs de bénéfices-risques. Voilà, bénéfices et inconvénients, de manière rationnelle, donc écarter les émotions. Et quand ils ont à gérer des situations fortement chaudes de leur vie intime, eh bien, ils demandent tout de suite à ChatGPT qu'est-ce qu'il en pense. Je reçois un SMS de ma copine, je fais une copie d'écran, je donne à GPT, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'il faut répondre. C'est le compagnon virtuel, en fait. Oui, c'est ça. Pleinement... Et du coup, le risque, effectivement, d'un appauvrissement affectif, d'un appauvrissement émotionnel, avec le risque d'un cercle vicieux. Moins on arrive à gérer les émotions de proximité, et plus on a tendance à se sentir mal à l'aise à devoir les gérer, et plus on se replie sur les outils numériques. Et par rapport aux médecins, puisque vous avez évoqué le fait que des comptes rendus médicaux peuvent être très bien faits avec les IA, on a exactement le même problème actuellement, c'est que le médecin, il est surbooké. Et il utilise son dictaphone pour faire des brefs comptes rendus médicaux ou des comptes rendus d'examen. L'intelligence artificielle passe derrière et fait un merveilleux courrier pédagogique pour la famille ou pour le malade.
Et la famille est enthousiaste, quel bon médecin on a, il est humain, il nous comprend, etc. Puis la famille ou le malade revoit le médecin qui, lui, est pas du tout à la hauteur du courrier. Donc, comme je dis toujours en médecine, maintenant, le problème, c'est de fabriquer des médecins qui soient aussi empathiques que les intelligences artificielles. Et vous voyez, il y a quelque chose qui devient décalé, finalement, dans cet usage et qui risque, j'espère, de provoquer un sursaut chez un certain nombre de gens qui vont prendre conscience, notamment avec les procès contre Sam Altman, du fait que non seulement l'intelligence artificielle ne nous apprend pas à gérer la relation, mais elle nous amène à désapprendre la relation. Gilles Babinet, peut-être un mot par rapport à cette relation avec la machine, qui est quand même très différente, on l'entend, de la relation interhumaine. Est-ce que c'est voulu avec ces algorithmes-là? Est-ce que c'est déjà une conception du monde en proposant ces algorithmes qui n'est pas totalement neutre? Oui, alors effectivement, Serge connaît le sujet beaucoup mieux que moi, mais on a, dès le départ de la construction des réseaux sociaux, des algorithmes qui vont très rapidement être biaisés pour maximiser l'engagement. Et ces biais favorisent le clash et la confrontation, parce qu'on a des multiples de fois plus de chances de garder les gens et de faire en sorte que ça crée de l'engagement que lorsque on favorise des contenus qui valorisent la pensée complexe. Et dans l'accusation, je pense qu'on peut même aller un cran plus loin. Il me semble qu'il y a quelque chose de très très fort, il y a plusieurs livres sur ce sujet, qui est que les gens qui sont à la tête de toutes ces entreprises, Mark Zuckerberg, Sam Altman, tous ces gens-là, Elon Musk, sont des neuroatypiques, oui, avec une capacité d'interaction sociale qui est, je le dis un peu brutalement, mais assez rustre. Leurs émotions sont une construction intellectuelle, on va le dire comme ça. Voilà. Et donc, eux, je dirais, ont plutôt une relation ils considèrent que ce qui construit ces algorithmes, c'est plutôt leur façon d'interagir avec le monde. C'est très mimétique. Et donc, finalement, cette façon qu'ils ont d'interagir avec le monde, ils la propagent à l'échelle de 4 ou 5 milliards d'individus. Et ça, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, est hautement problématique. La conséquence, si je fais un raccourci très rapide, c'est que c'est en train de détruire la démocratie. Je peux dire que moi, je travaille là-dessus actuellement, et Café IA est exactement construit pour essayer de lutter contre ça. Il y a plusieurs facteurs qui concourent à la granularisation et la stratification en couches sociales étanches de la société. Mais, me semble-t-il, les réseaux sociaux ont un rôle fondamental là-dedans. Et je ne pense pas que dans le contexte actuel, on arrivera à faire survivre les démocraties si on ne bouge pas. Si on ne bouge pas le système tel qu'il existe. Je pense qu'on va en reparler d'ailleurs de cet aspect, cette implication politique. Paul Duhan, je me tourne vers vous. J'ai un espoir d'avoir un regard peut-être plus optimiste sur ce changement de rapport intersubjectif, de rapport à l'homme. Est-ce que l'IA, alors on l'a vu, hein, effectivement, c'est assez troublant quand même hein, de voir parmi la poignée des fondateurs de la Silicon Valley, le nombre de personnes, vous avez dit neuroatypiques, c'est ça? En fait, c'est des syndromes d'Asperger, c'est ça, hein, finalement, on est plutôt sur des formes d'autisme plus ou moins poussées, où la relation à la machine est plus simple à gérer qu'une complexité humaine, pour reprendre les mots de Paul Duhan, c'est ça en fait. J'évite d'utiliser ces deux mots, les deux derniers mots que vous avez prononcés, parce que ça peut être très stigmatisant, mais je ne suis pas forcément en désaccord. Oui, c'est vrai, j'en avais pas conscience, c'est vrai. On ne dit pas ça parce qu'on n'aimerait pas les neuroatypiques, hein. On dit ça parce qu'on est embêté qu'ils nous fabriquent des outils qui nous amènent à fonctionner comme eux à notre insu. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Paul Duhan, est-ce que l'IA, je disais peut-être une parole peut-être plus optimiste par rapport à ça, est-ce que l'IA, au contraire, dans le champ que vous investissez, permet de renforcer la relation humaine? Alors, ce que je voudrais dire pour rebondir sur les deux interventions précédentes, c'est que
En fait, ça, c'est pas forcément intrinsèque à l'IA, ces risques-là, ces dérives. Elles sont avant tout liées aux incentives qui gouvernent ces plateformes. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que les réseaux sociaux mènent au clash, mènent au délitement aussi du débat démocratique, les bulles de filtre et ainsi de suite, c'est comme le disait Gilles, parce que on maximise l'engagement si on fait des contenus polémiques, donc le temps passé sur les plateformes à regarder des pubs et donc les revenus. On pourrait faire des contenus qui sont là pour aller élargir le champ des possibles, pour aller biaiser plutôt vers une quête de vérité, vers de la curiosité intellectuelle, etc. Sauf qu'en fait, dans les chiffres, ça se traduit par beaucoup moins d'utilisateurs, beaucoup moins de temps passé. Donc finalement, c'est une équation plus économique que technologique à mon sens. Et on le voit aussi ça sur l'intelligence artificielle, parce que quand on décrit les dérives de ChatGPT, c'est d'ailleurs il y a eu un shift qui a été fait il n'y a pas très longtemps sur GPT-4 où ils se sont rendus compte que si on avait une IA qui était sycophantique, qui disait vraiment, voilà, vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous dites quelque chose, vous êtes Einstein, que les utilisateurs étaient beaucoup plus engagés à ce niveau-là. Et d'ailleurs, lorsqu'ils sont allés même un peu trop loin, qu'ils ont arrêté, il y a eu une révolte des utilisateurs en disant « mais attendez, mon GPT-4o, il est beaucoup moins sympa qu'avant, enfin, je n'aime plus », et du coup, ils ont été obligés de le remettre pour répondre à cette demande-là des utilisateurs. Donc, je ne sais pas si ça vient forcément des créateurs aussi, parce qu'on sent qu'il y a une demande à ce niveau-là. Le truc, c'est que en fait, le problème, c'est que ce que les gens veulent, c'est pas forcément ce qui est bon. C'est le sucre, c'est la fameuse expression de la Gen Z, là, le brain rot sur TikTok. C'est l'équivalent côté intelligence artificielle. Et ça, on a presque de la chance qu'en fait OpenAI était trop évident dans son paramétrage et que l'IA était ridiculeusement sycophantique, parce que du coup c'était même choquant, on s'est même dit non, mais c'est même trop. Alors qu'en fait, si c'était simplement subtil et que ça nous fait juste sortir un peu meilleur à propos de nous-mêmes de manière plus subversive, en fait, on s'en serait pas rendu compte. Il n'y aurait pas eu tout ce débat autour de ça. Voilà. Par contre, une IA qui vous challenge, qui vous dit bah non, voici, c'est pas forcément ça la réponse toute faite. Voici les différentes étapes de manière un peu maïotique, une IA un peu plus socratique. Ça, c'est aussi possible de le faire, mais c'est pas forcément ce que veulent les gens. Nous, dans nos cas d'utilisation, on voit ça dépend vraiment du design en gros de l'outil. C'est que par exemple, on fait des expérimentations avec les hôpitaux de Paris. Et ça, d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus bientôt, parce qu'on lance un grand programme d'innovation sur de l'intelligence artificielle au service du soin avec la PHP, où on regarde comment est-ce que l'intelligence artificielle peut aider à organiser, à préparer les réunions de ce qu'on appelle les revues morbi-mortalité, c'est-à-dire les réunions lorsqu'il y a eu un événement indésirable, une complication chirurgicale, aller se réunir avec le staff et dire bon, qu'est-ce qui a pu planter, où est-ce qu'il y a eu l'erreur. C'est un process très important à faire si on veut s'améliorer, mais qui est rarement fait parce qu'il est très chronophage, il prend du temps, c'est compliqué, puis il y a des questions aussi un peu culturelles par rapport à l'erreur. Et là, l'intelligence artificielle est super intéressante pour aller synthétiser toutes les données qu'il y a sur le cas du patient, aller essayer de faire un peu le replay, identifier où est-ce que ça a pu coincer, parce que souvent, en général, c'est un problème de communication qui se passe dans ce type d'opération-là. Et donc, ça vaudrait peut-être le coup de poser cette question-là. Tiens, y a-t-il eu un effet de fatigue, ou est-ce que lorsque l'équipe a fait sa rotation, est-ce que l'IA peut poser des questions comme ça? Donc là, on n'est pas sur des IA qui répondent aux questions, qui donnent la réponse, mais qui posent les bonnes questions. Et ça, par exemple, c'est des mécanismes qui fonctionnent. Encore une fois, c'est pas la technologie elle-même qui intrinsèquement est plus ou moins déshumanisante. C'est vraiment la façon dont on design cette expérience. Oui, au travers des exemples que vous donnez, ça me permet d'orienter peut-être le débat sur une dimension plus collective. C'est-à-dire que la question que je vous ai posée tout à l'heure, Serge Tisseron, et je vous repose du coup cette question, elle était sous-entendue quand je parlais d'intersubjectivité, d'une relation entre deux individualités finalement, ou entre voilà. Et j'aimerais avoir aussi après le point de vue d'Isabelle Calvez par rapport à ce qui peut être observable dans le monde économique. Est-ce que l'IA peut être un outil au service du collectif d'un point de vue, je voudrais avoir d'abord le regard du psychanalyste et docteur en psychologie, et ensuite avoir le regard de la spécialiste du monde des entreprises et des organisations.
Oui, c'est pas seulement que ça pose, c'est qu'il faut. Il faut absolument. Et de ce point de vue-là, le système éducatif français porte une lourde responsabilité, parce que les enfants sont très vite invités à écouter le maître, à comprendre ce qu'il dit, à l'apprendre par cœur éventuellement, et à le coucher sur la copie le jour de l'examen. Et chacun fait ça dans son coin. Et du coup, évidemment, l'intelligence artificielle apparaît comme quelque chose qui va être utilisé par chaque élève individuellement. D'ailleurs, il y a quelques années, il y a eu une invitation à donner une tablette par élève ou un ordinateur par élève, ce qui m'a toujours paru de la plus grande stupidité, parce que quand je fais des conférences en médiathèque, il y a des parents qui viennent, ils amènent leurs enfants, il y a 10 ordinateurs, il y a 10 enfants, il n'y a pas un enfant dans chaque ordinateur, il y a 5 enfants devant un ordinateur qui discutent comme des fous, et il y a 5 enfants dans un second ordinateur qui discutent tout aussi bruyamment. C'est-à-dire qu'il y a le désir des enfants de se confronter à l'objet collectivement, de prendre des décisions, de discuter, etc. Et donc l'éducation nationale devrait encourager cette mesure-là, dans les familles aussi, mais l'éducation nationale c'est parfait, faire toujours travailler les élèves devant plusieurs devant un ordinateur, et puis aussi permettre aux élèves de contester parfois le discours du maître, parce que quand même, il ne faut pas oublier, ça fait un moment en plus que c'est au point, grâce à Wikipédia, à Internet, un élève peut en savoir plus que son enseignant sur un sujet pointu. L'enseignant a une connaissance extrêmement étendue, c'est normal, il traite le programme. Un élève qui est passionné d'un sujet du programme tout petit, que ce soit le bonhomme d'Ampère, les uniformes napoléoniens ou le théorème de Thalès, eh ben, il peut avoir une connaissance historique, sociologique, etc. Parce qu'il a été passionné par ça. Il n'y a pas que les dinosaures, vous savez, qui passionnent les enfants. Et donc, ça aussi, c'est important. Et donc, tant que le maître est présenté comme le référent absolu à la fois de la connaissance, de la vertu, de l'honnêteté, etc., et tant que les enfants sont invités à travailler solitairement en le regardant, on ne peut que concevoir des outils numériques qui remplacent le maître, voilà, chacun sur son outil numérique. Et ça, c'est une catastrophe. Il faut que les enfants apprennent à travailler collectivement entre enfants et collectivement avec les IA. Et on s'aperçoit à ce moment-là que finalement, c'est un peu le même problème et la même difficulté. Quand vous travaillez avec plusieurs collègues, vous apercevez que chacun a ses biais, ses failles, ses idées fixes, je ne dirais pas ses hallucinations, heureusement, mais ses fixettes, comme on dit des fois, dont il ne veut pas démordre, voir ces théories du complot. On apprend quand même à travailler avec eux. Donc les IA, c'est pareil. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un individu ne fonctionne pas comme nous qu'on va refuser de travailler avec lui. Peut-être qu'il y a des secteurs où il est plus performant que nous, il y a des secteurs où il est plus performant que lui. Il faut arriver à se familiariser avec cette logique relationnelle pour aborder les IA de la même manière. Quand je dis ça avec des informaticiens, des fois ils lèvent les bras en disant non, les IA c'est des outils, c'est pas des collègues. Si, pour moi, il faut que ça devienne des collègues, mais des collègues qui ont leurs biais, leurs failles, leurs fixettes, leurs hallucinations, leurs intolérances à l'incertitude et tout ça, donc beaucoup de problèmes, mais des capacités que les humains n'ont pas et qu'il faut arriver à concilier les deux. Donc vous voyez, travailler ensemble avec les IA et travailler avec plusieurs IA, jamais avec une seule, on devrait apprendre ça dès l'école élémentaire, demander à une IA ce qu'elle pense de la réponse d'une autre IA, poser la même question sous des formes différentes à la même IA pour s'apercevoir que selon la manière dont la question est formulée, selon les mots-clés qui sont dans la question, elle peut répondre différemment. Donc il y a énormément à faire pour apprendre à travailler avec les IA. Et à ce moment-là, on peut espérer en effet qu'on courrait moins de risques que des gens se replient sur leur intelligence artificielle dans une relation exclusive, parce qu'ils comprendraient mieux à quel point c'est une machine parmi d'autres machines et qu'une autre machine pourrait fonctionner autrement. Isabelle Calvez, vous partagez ce point de vue, en tout cas de ce que vous constatez dans le monde du travail, ça correspond ? Ça résonne. Enfin, je pense que l'IA, la machine infernale de l'IA, elle est partie et qu'on ne va pas l'arrêter. Et que c'est illusoire d'essayer de résister, de mettre des barrières. Bon, c'est parti, il suffit d'aller dans la Silicon Valley, d'aller en Chine, d'aller à Shenzhen. On voit que c'est parti à un niveau incroyable. Donc, où on fait avec, mais de façon, et on essaye de traiter ça de façon intelligente, où on résiste et c'est fini. Je pense que vraiment, il faut dans les entreprises, et c'est parti, donc il y a énormément de programmes pour apprendre à travailler, essayer de travailler de façon intelligente, de façon constructive et de façon critique. Si on ne fait pas ça, on sera... Alors, et à contrario, quiconque, je dirais, utilisera bêtement l'IA sera asservi par l'IA. Donc il faut trouver et avoir le niveau de culture, de criticité, d'éducation, voilà, pour travailler avec l'IA.
Alors, un exemple, en Chine, ils ont commencé à rendre l'IA obligatoire pour tous les enfants à 6 ans dans les écoles. Les enfants travaillent, mais on peut se dire en France, oh là là, bon. Mais finalement, c'est peut-être pas non plus complètement idiot que de dire on leur apprend très vite à travailler avec, mais peut-être à être critique aussi et à travailler intelligemment, pas avec un seul outil, avec plusieurs. C'est un outil cognitif quand même très intéressant. L'IA, on peut s'éduquer avec de l'IA, c'est presque un prof, ça peut être aussi un prof particulier. Si on conjugue la force de l'IA et le collectif et le lien, et qu'on arrive à garder du lien, c'est d'une puissance incroyable. Mais je pense que de toute façon, résister, à mon avis, c'est inutile, ça sert à rien. Gilles Babinet, résister, alors je l'entends d'un point de vue législatif, c'est ça, en fait, mettre des barrières réglementaires pour essayer de contrer l'arrivée des géants américains notamment. Votre regard par rapport à ça, est-ce qu'effectivement c'est un peu illusoire de s'appuyer uniquement sur le levier législatif et réglementaire, même à une échelle européenne? Non, c'est évidemment pas l'attitude qu'il faut avoir. Ces technologies, on est totalement d'accord. Oui, s'il te plaît. Elles sont là et c'est impossible d'empêcher ces technologies de se manifester. Ça revient à un déclassement immédiat. Enfin, c'est la Chine en 1800 qui refuse l'avènement de la première révolution industrielle et qui se déclasse complètement. Ça revient à ça, et c'est vrai qu'il y a un début d'attitude un peu comme ça. Parfois, on l'observe dans certaines entreprises, dans certaines organisations. Je pense que c'est d'ailleurs souvent déguisé sous la notion de décroissance. L'idée de dire, mais en fait, il faut qu'on change de monde. Et moi, je m'aperçois que je suis assez, notamment dans les cafés IA, confronté à ça. D'ailleurs, je pense plus qu'il y a 2 ans, mais bon, c'est un autre sujet. La réalité, c'est que ces gains de productivité, ils vont changer le monde, probablement dans une perspective temporelle assez courte, je dirais demi-génération, une génération, que c'est plutôt une bonne nouvelle en réalité. C'est-à-dire que c'est très étonnant de craindre les gains de productivité, parce que gains de productivité, c'est quand même ce qui fait que le PIB des gens qui sont dans cette pièce individuelle, il a été multiplié par 60 en 250 ans, et qu'on n'est pas avec des revenus qui nous permettent tout juste de survivre, tel que c'était le cas auparavant. Alors, à l'échelle de la planète, hein, on a quand même l'espérance de vie, etc. Tout ça, c'est très largement le fait de la productivité, des découvertes scientifiques, certes, mais aussi du fait que on sait produire plus de nourriture, on sait permettre aux gens de se déplacer à coût marginal, d'échanger de l'information à coût marginal, etc., etc. Tout ça, ça concourt à faire de l'innovation, à faire des découvertes scientifiques, etc. Donc, je trouve que c'est difficile, même Heidegger, qui était le premier des décroissants, mais quand il est tombé malade, il a pris des antibiotiques, sinon il serait mort. À mettre en perspective, quand même, d'une certaine manière. Le sujet, je crois, pour les gens qui s'intéressent à ça, c'est la distribution des gains de productivité. C'est le vrai sujet. C'est-à-dire que, pour faire assez simple, s'il y a une personne qui rassemble toute la richesse du monde, il n'y a plus d'économie. Il y a une concentration et il y a ce qu'on appelle un effet de rente. Et évidemment, tout le monde s'approvit. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait tellement de concurrence dans l'IA, d'ailleurs c'est largement le cas, hein, que ce soit au profit du consommateur, de l'utilisateur. Et là, on bénéficiera des gains de productivité. C'est-à-dire que tout le monde pourra moins travailler, ou pourra faire plus, ou on pourra résoudre les grands problèmes de la planète, notamment environnementaux, grâce à la technologie. Et donc, c'est le moment où l'organisation sociale est fondamentale, à différentes échelles, aux échelles du monde du travail, mais aussi aux échelles géopolitiques et donc du multilatéralisme. Malheureusement, c'est la dernière chose qu'on fait actuellement. On est dans une logique de conflit. Les États-Unis vis-à-vis de la Chine, les États-Unis vis-à-vis de l'Europe, l'Europe vis-à-vis de la Chine et des États-Unis. C'est très dommageable parce qu'on aurait été, il y a 30 ans, à un moment où il y avait quand même beaucoup plus de multilatéralisme, il est probable qu'on aurait créé un cadre réglementaire qui serait beaucoup plus favorable et que l'IA Act, on l'aurait fait à une échelle globale, ce qui aurait été beaucoup plus intelligent que ce que l'on a fait, probablement un texte qui serait
moins touffu, parce que comme on a plus peur ici, on a fait un texte qui est un peu démesuré. Voilà, donc on n'est pas dans un contexte optimal, loin de là. On va voir comment tout ça va évoluer. Mais pour le moment, l'IA est très largement vue comme une arme géopolitique et manipulée comme telle. Si je reprends ce qui a été dit, Isabelle Calvez parlait de ne pas être dans le déni face à l'arrivée, à la vague déferlante de l'IA, et que finalement, et vous rejoignez ce constat, miser uniquement sur le réglementaire, le législatif à une échelle nationale ou supranationale européenne, si c'est uniquement ça, c'est vain, ce qui ne veut pas dire forcément que c'est inutile. Est-ce que, tout à l'heure, Gilles Babinet, vous évoquiez la remise en question du modèle démocratique avec les... Alors on le comprend mieux au travers des propos que vous tenez là. Je dois d'ailleurs préciser que je crois que vous travaillez, vous allez sortir un ouvrage qui aborde largement le sujet, qui devrait sortir incessamment sous peu, mais vous allez nous en parler. Ma question est la suivante, c'est finalement, est-ce que l'IA dans notre relation collective à ces algorithmes, à ces géants économiques qui les proposent, est-ce que ça ne nous oblige pas collectivement à nous emparer du sujet et à exercer, de fait, une pratique démocratique en intégrant tout le monde, c'est-à-dire de ne pas prendre uniquement la sphère décisionnaire de l'Europe ou le gouvernement français, etc., mais d'intégrer le monde économique, les acteurs de la société civile, je me tourne vers vous, Paul Duhan, la société civile en général. Est-ce que c'est pas ça aussi l'idée? Est-ce que c'est pas aussi, j'essaie d'être un peu optimiste, une certaine forme d'opportunité pour tendre vers un exercice plus démocratique, en tout cas au moins pour tenter de relever le défi? Qui veut répondre? Gilles Babinet, peut-être. Je vais dire un mot là-dessus, parce que c'est exactement la vocation de Café IA. C'est-à-dire que je pense que ce pays a quand même un tropisme qui lui coûte assez cher, c'est que beaucoup de choses partent par le haut, ça crée pas mal de frottements, notamment démocratiques, et qu'on a une vision de l'État très colbertiste, je dirais même un peu transcendant, et que ça ne marche pas. Et donc l'idée, c'est de Café IA, c'est de dire, en fait, on essaye de faire un truc qui soit le plus massif possible. On a fait entre 1500 et 1800 Café IA cette année. L'objectif, c'est d'en faire 10 000 l'année prochaine. Café IA, c'est 30 personnes, vous faites le calcul, à peu près. Et de faire en sorte que on crée une culture commune, mais surtout de se dire, on est probablement un peu sur le point d'inflexion ou le chemin de crête, c'est-à-dire qu'on est au moment où on peut choisir. Et ce moment est un moment fragile. C'est-à-dire que on pouvait choisir dans Internet, c'est probablement les années 80, où on pouvait décider un peu de comment on structurait ça. Donc à l'époque, on avait l'ICANN, puis les 2-3 personnes, le vice-président américain de Bill Clinton, qui vraiment a structuré très largement l'organisation à la fois économique et géopolitique de cette technologie. On est à peu près dans cette situation-là, à la différence près que on est plutôt dans une phase de déglobalisation. On a 3 plaques évidentes là-dessus. Et nous, on était plutôt dans une logique de dire, en fait, notre modèle, il est le plus inclusif, le plus vertueux, et c'est par l'exemplarité qu'on va s'imposer au reste du monde. Maintenant, on a des enjeux de puissance, des enjeux d'Ukraine, de relations internationales et économiques qui sont complexes. Et donc, la question, c'est finalement comment est-ce qu'on fait le pas d'après en préservant quand même une base démocratique, en intégrant cette technologie, et je dirais même en dépassant un peu ce qui met en danger la démocratie. C'est-à-dire, aujourd'hui, on remet en cause la globalisation parce que finalement, elle n'est pas si inclusive que ça, elle a détruit les territoires en large partie. Je ne vais pas faire un cours d'économie, mais l'occasion, c'est de dire, finalement, on va avoir des gains de productivité. C'est un peu comme si on disait, plutôt que d'avoir un gâteau qui fait 10 cm de diamètre, il fera 20 cm demain, et on peut plus facilement le repartager que si on décidait de le faire en gardant la même taille de gâteau. Donc il faut imaginer ce que sera le gâteau demain, et il faut être probablement assez décisionnaire, il faut avoir une capacité d'engagement assez forte pour pouvoir dire, OK, on ne va pas laisser le marché décider uniquement, le marché c'est très bien, mais pas uniquement, et on va faire des choix forts
qui vont être les choix européens, qui vont nous pousser à faire des sacrifices. Je pense qu'on y viendra tôt ou tard, vu la qualité des échanges transatlantiques qu'on peut avoir, ou même vis-à-vis de la Chine, mais dans une perspective finalement de rebond à moyen terme. Encore une fois, il faudrait plus de temps pour expliquer tout ça, mais je pense qu'on comprend. Serge Tisseron, votre regard par rapport à ça, votre analyse? Oui. Plus les gens sont isolés, plus ils sont facilement manipulables. Et depuis qu'il est apparu des outils d'information, de communication qui permettent aux gens de s'isoler devant l'outil et de moins communiquer en présentiel, depuis la télévision est apparue, eh bien, on a discuté de l'idée de faire des groupes. On va se mettre la télé à la mairie, on va en discuter ensemble, on va faire des réunions. Après, avec le smartphone, on va faire des groupes de parents, on va en discuter ensemble. C'est récurrent. Maintenant, on dit, voilà, on va faire des groupes de discussion, de soutien, d'entraide, de confrontation d'expérience en entreprise. C'est un petit peu le mantra. Mais en revanche, il me semble qu'il y a quelque chose de complètement nouveau aujourd'hui dans le paysage qui peut en effet faire bouger les choses. Cette chose, c'est le cyberhacking. De plus en plus de gens prennent conscience du fait, de plus en plus d'entreprises communiquent à leurs ouvriers, à leurs employés, le fait que la principale porte d'entrée des hackers pour attaquer les entreprises, c'est les outils personnels des usagers. Et je pense qu'aujourd'hui, l'idée qu'il faut faire des groupes de discussion, retrouver le goût de la communication de proximité, que tout le monde a quelque chose à apprendre à tout le monde, qu'il faut mélanger les générations, ce qu'on dit depuis 40 ans, depuis l'apparition de la télé, eh bien, je pense que ça, maintenant, il y a une opportunité autour du cyberhacking. D'ailleurs, je participe à un groupe qui s'appelle Predictive Cyberlab, où justement, on fabrique des documents qui peuvent être utilisés dans les entreprises pour que les employés prennent connaissance de la gravité du problème et en plus s'alertent mutuellement et restent très très proches les uns des autres pour pouvoir s'alerter mutuellement, se faire confiance mutuellement, parce que si on a repéré un truc et que c'est une idiotie, il faut quand même avoir le courage de le dire, de ne pas être traité d'imbécile, donc que les gens aient confiance dans leur groupe, donc plus de proximité, plus de confiance dans le groupe, plus de culture d'entreprise autour de l'idée que le numérique, l'IA, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à maîtriser ensemble. Et je pense que c'est autour du cyberhacking que quelque chose peut bouger, parce que là, on est tous impliqués. Si toutes les données d'un hôpital fuitent, c'est très embêtant. Si une centrale électrique s'arrête de fonctionner, si l'eau n'est plus potable pendant 3 jours, tout ça, chacun a conscience que c'est très grave. Et donc ça, je pense que quand ça va être mieux médiatisé encore que ça ne l'est actuellement, parce que beaucoup de gens n'ont pas encore compris qu'on est en guerre, il faut le dire clairement, eh bien, quand beaucoup plus de gens ont compris ça, je pense que l'idée de faire groupe et que chacun informe tout le monde, une culture de la vigilance partagée autour de l'intrusion des outils numériques dans nos vies, pas seulement en tant qu'outils, mais en tant qu'algorithmes qui peuvent nous manipuler, je pense que là, il y aura un grand progrès qui va être fait. Paul Durand ou Isabelle Calvez, vous souhaitez réagir? J'en profite pour vous dire qu'on va passer à la séquence des échanges, parce que je ne vais pas monopoliser le débat et m'approprier toutes les questions. Je suis bien certain que vous en avez beaucoup à poser à nos intervenants. Donc préparez-vous, vous faites signe, on vous passera le micro. Vous voulez ajouter un mot, une analyse par rapport à ce qui vient d'être dit sur ces enjeux finalement démocratiques qui sont posés avec l'IA, une question dont il faut s'emparer collectivement? Monde économique, monde de la société civile? Un petit mot, moi je suis consternée par l'attitude des politiques sur le sujet. C'est-à-dire, c'est comme si le sujet n'existait pas. Je pense que c'est le sujet majeur sur l'emploi des années qui viennent. Il y a plein de choses à faire. Et on parle de la retraite à 64 ans, 62 ans. Enfin, je veux dire, c'est tellement pas le sujet par rapport aux vagues de gens qui vont être disruptés, dont les emplois vont être disruptés. Alors, il y aura des créations, il y a des solutions, il y a des tas de choses à faire, mais c'est un vrai enjeu, c'est un vrai travail. Et voilà, on ne parle que des retraites et d'augmenter les impôts, alors que ça, c'est le vrai sujet des 3-5 ans qui viennent. C'est vrai que la réponse institutionnelle, elle est soit réglementaire sur l'interdit, vous l'avez dit, il ne faut pas être dans le déni. Sinon, la mobilisation collective, on se sent un peu démuni. Paul Durand. C'est vrai qu'on a 2 enjeux civilisationnels qui sont l'IA et la planète, et puis c'est pas vraiment ce sur quoi on dépense la plupart de notre énergie politique.
Je pense juste un petit mot de ce qu'on voit sur ces usages, c'est aussi que c'est important de ne pas faire la politique de l'autruche. Et la meilleure façon d'aller aussi avoir les effets positifs de l'IA, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de tout ce qui, enfin, toutes les externalités négatives qui sont bien réelles, mais pour vraiment réussir bien sa transformation, j'ai bien que tu vois ça pareil dans les entreprises, il faut se saisir de ces technologies avec une vraie vision d'à quoi ressemble l'entreprise de demain, à quoi ressemble le service public de demain. Ça ressemble à quoi une école dans une ère post-IA où un enfant enfin tout enfant a un tuteur personnalisé, où il y a des groupes de travail, où on sert aussi de l'IA pour aider à renouer les liens entre élèves. On sait qu'on a une éducation très descendante aussi, qu'il faut probablement changer ça. Et l'IA peut aussi tout à fait aider à médier une éducation plus fondée sur le mode projet, sur la créativité. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles, mais il faut les imaginer. Et le risque, alors déjà, si on voit le truc par le petit bout de la lorgnette et qu'on se dit attention, l'IA, ça va servir surtout à tricher, on va bannir l'IA. En fait, on va créer une génération de jeunes qui n'ont jamais appris à s'en servir efficacement, ça premièrement. Mais surtout, ça empêche de se poser les vraies questions qui sont à quoi ressemble l'éducation demain. Et c'est pareil dans l'entreprise, c'est-à-dire que si on le voit uniquement sous l'angle de la productivité, on a toutes les chances de se planter. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on voit que la plupart des POC, tous les prototypes qui ont été vendus par Capgemini et autres, où ils vendent, grâce à l'IA, vous allez économiser X ETP, on se rend compte que moins de 1% de ces POC rentrent derrière en production. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on le fait de manière très très bête, c'est-à-dire on va prendre un process, on va dire tiens, on va mettre de l'IA à la place. C'est l'équivalent de la digitalisation où on prend des formulaires SARFA, on les met en ligne, on les met en PDF et c'est bon, on a fait de la digitalisation des services publics. On s'est pas dit non, grâce à un nouveau médium qui est le numérique, on peut penser à un service public différent. C'est pareil. Si on fait juste la version un peu pauvre de la transition IA, qui est de dire on prend des process, on les outsource à l'IA, c'est là qu'en fait on va faire n'importe quoi, on va se rendre compte qu'en fait ça marche pas si bien que ça, ça coûte pas mal d'argent à implémenter. Au final, le ROI il est pas au rendez-vous, la fiabilité elle est pas là, ça aliène tout le monde. Voilà. Alors que peut-être que concrètement c'est une vision beaucoup plus proactive et beaucoup plus prospective qu'il faudrait avoir sur tous les plans de la société. Et ça malheureusement je trouve qu'il y a personne qui porte ce sujet. Avant de vous passer la parole, j'ai envie de vous poser la question qu'en fait je voulais pas poser au début finalement, parce que j'ai dit on va parler de l'IA, mais on va pas parler des prospectives, un peu des fantasmes, des choses comme ça, et parler vraiment de l'existant, des états de fait. Mais tout de même, depuis qu'on échange, il y a ce mot civilisationnel que vous avez prononcé à plusieurs reprises, vous Gilles Babinet, vous le polluant en particulier en abordant les questions de transition numérique et écologique. Si on fait un peu de vision futuriste, si on reprend la littérature dystopique, toute la filmographie abondante autour des humanoïdes, on se dit qu'en fait quand même avec l'IA, on arrive avec un point en ligne de mire. Alors on n'y est pas du tout, à ma connaissance. Je crois que les avancées en matière de silicone sont pas suffisantes pour avoir des robots humanoïdes doués d'intelligence artificielle qui se comportent comme des compagnons de quotidien, comme on peut le voir dans certains films. Mais tout de même, ça commence à être un peu palpable, non ? Est-ce qu'on n'a pas là vraiment un enjeu civilisationnel radical et fondamental qui se dessine? Est-ce qu'on n'est pas à l'aube des choix? Oui, alors il y a aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui font de la prospective. Il y a Yukovsky, dont on parle souvent avec Paul, qui a fait un scénario finalement assez marrant, où il prévoit la fin du monde. If anyone builds it, we all die. Je crois que c'est le titre de son prochain bouquin, ou de son bouquin qui vient de sortir là-dessus. Puis il y a 2025 aussi, qui est scénario dans lequel la fin du monde arrive en 2032 précisément, parce que c'est le moment où, après qu'on ait l'intelligence artificielle générale en 2027, en fait ça tourne mal. Personnellement, je trouve que c'est plutôt marrant en réalité, parce que pour tout un tas de raisons, c'est assez contestable. Il m'arrive quand même de parler assez souvent avec des scientifiques d'assez haut niveau, notamment sur les sujets de ce qu'on appelle le safety, c'est-à-dire de contrôle de ces systèmes, qui démontrent ça assez facilement. Mais c'est vrai que c'est important de faire la prospective, ne serait-ce que
à des fins justement de planification politique là-dessus. Donc l'humanoïde, c'est très amusant. Je vais un peu dévoiler mon prochain papier dans les Échos, mais j'observais qu'il y a un podcast qui s'appelle Art Fork, qui est fait par le New York Times, ce qui est vraiment génial, où les deux journalistes rencontrent OneX, qui est une des sociétés qui fabrique des robots humanoïdes aux États-Unis. Et donc, c'est assez étonnant parce qu'ils discutent avec le CEO, le directeur général de la société, et qui dit, voilà, tu vois, le truc fait tout, il fait la vaisselle, c'est génial. Et ils sont là, waouh, c'est quand même vraiment impressionnant ce que vous nous racontez, tout ça. Et après, ils disent, c'est quoi, on a amené un de tes robots, on va essayer. Et en fait, le truc tient même pas debout, quoi. Il se casse la figure, il est incapable de prendre une assiette. Et c'est un peu l'histoire de la Silicon Valley, c'est-à-dire que c'est des gens géniaux pour pitcher et qui prévoient ce qui va arriver, mais avec 15 ans d'avance de décalage avec la réalité sur ce sujet. Donc on est, je veux dire, très en avance, et c'est aussi ce qui permet le temps politique, en fait, le temps de la planification, le temps de la réaction. Ces trucs sont potentiellement, c'est la plus grande rupture, à mon sens, que l'humanité a jamais rencontrée dans une échelle de temps aussi courte. C'est-à-dire que c'est comparable à Sumer, l'invention de la civilisation, donc il y a 7000 ans, sauf que Sumer, ça s'est passé en 1000 ans, là ça se passe en une génération. Oui. Voilà, c'est de ce niveau-là, quoi, à peu près ce à quoi on fait face. On prend des questions. Je sais qu'il y a deux panélistes, ce sont Chloé Tissot et Léa Bernard, qui vous êtes étudiantes à IGENSIA en première année de master de journalisme. Bonjour toutes les deux. Vous avez une question chacune à poser à nos intervenants. On vous écoute. Qui commence ? Bonjour, donc merci de nous donner la parole. Tout d'abord, vous l'avez dit, l'IA transforme le monde du travail et les métiers. Selon vous, quelles compétences permettront aux jeunes de trouver leur place et de rester finalement indispensables dans ce nouveau monde professionnel ? Ça, c'est un vrai sujet de débat. On pourrait avoir 1h30 dessus. Isabelle Calvez, peut-être en quelques mots ? Non, mais c'est vrai que l'orientation des jeunes, des étudiants, c'est un vrai sujet aujourd'hui, parce qu'on voit quand même que l'emploi des jeunes, c'est quand même, est en train d'être un peu difficile, hein. Je veux dire, les grands cabinets de conseil qui prenaient plein de jeunes, machin, ils en prennent un maintenant. Quand ils en prenaient 4, ils en prennent un, ils prennent 3 agents hier. Hein. Donc, non, mais attends, il faut quand même qu'ils soient conscients. Non, mais je pense qu'il faut justement maîtriser les outils IA. Ça, vous avez besoin. Il faut que vous soyez au top du top, que vous soyez en apprentissage permanent. Pas juste se dire, bon, ça y est, j'ai mon diplôme, maintenant c'est bon. Non, vous allez être en apprentissage permanent, il va falloir travailler, il va falloir aller sur les nouveaux métiers. Parce que des nouveaux métiers, il y en aura plein. Et je pense qu'il y en aura plein aussi autour de l'IA, puis il y aura de l'organisation, il y aura de la relation utilisateur, enfin, il y aura des tas de trucs, il y a des tas de choses qui vont émerger. Et vous, comme vous êtes jeune, vous allez être justement à la transition entre l'ancien monde et le nouveau monde. Donc, mais je pense, cultivez-vous. Et puis je pense que c'est important aussi dans les compétences d'avoir de la culture, de l'esprit critique, faire de l'histoire, de la littérature. Gilles nous parlait de Summer, mais il faut avoir du background culturel. Je pense si on veut être critique justement et savoir utiliser à bon escient l'IA. Oui, puis rassurez-vous, le journalisme a de l'avenir. On a connu beaucoup de crises dans le journalisme, donc on sait les appréhender maintenant, on a de l'expérience par rapport aux crises. Quelqu'un veut ajouter un mot ou on passe à la deuxième question ? Deuxième question. Donc, bonjour. Serge Tisseron, vous avez commencé à parler des suicides d'adolescents causés par l'IA. Quels autres effets psychologiques et sociaux sont les plus préoccupants et comment les prévenir ? Je crois que c'est une question pour vous, Serge Tisseron. Il me semble. Il vous semble aussi. Oui, alors il faut voir que cette utilisation de l'IA aujourd'hui par les jeunes, par exemple le fait qu'ils mettent un petit peu, même parfois beaucoup, les émotions de côté et qu'ils cherchent à raisonner un petit peu comme ChatGPT, qui est quand même le plus utilisé par les ados, ils cherchent à raisonner en termes d'avantages et inconvénients, etc. Ça n'a pas que des conséquences négatives, ça a une conséquence positive, c'est qu'ils choisissent moins un métier sur un coup de cœur, ils le choisissent plus par raisonnement, et dans la mesure où ils le choisissent par raisonnement, eh bien, ils s'engagent moins dans la boîte et donc ils préservent plus leur liberté. Ce que les employeurs d'ailleurs disent parfois, aujourd'hui les jeunes, ils ne s'engagent plus, ils s'impliquent.
Quand on s'engage, on met de soi. Quand on s'implique, on met du sien. C'est pas pareil du tout. Et donc, du coup, ça peut aussi donner une certaine puissance par le fait que cette mobilité mentale fait qu'on peut aussi dire à l'employeur, si l'employeur vous apprécie, qu'on reste selon un certain nombre de conditions. Alors, bon, c'est un peu idéalisé. Hein, voilà. Alors, sinon, comment faire pour gérer les outils numériques? Cultiver l'esprit critique. L'esprit critique, il ne se cultive pas seulement à l'école, il ne se cultive pas seulement dans son activité publique, professionnelle, il se cultive à tout moment, hein, c'est-à-dire s'intéresser à d'autres points de vue qu'aux siens. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Comprendre que face à une question, il y a toujours plusieurs points de vue. Donc jamais demander à une seule IA. C'est pour ceux qui demandent à une IA, dites-leur ne demande jamais à une seule IA, demande toujours à plusieurs. C'est drôle en plus, voilà, parce qu'ils ont des réponses parfois très différentes. Quoiqu'elles sont toutes inspirées par les mêmes bases de données. La psychologie positive américaine, grosso modo. Hein. Voilà. Mais elles peuvent quand même diverger, parce que comme les IA numériques, elles vont à la pêche à des choses qui ne sont pas des mots pour elles, mais qui sont proches selon des axes de symétrie extraordinairement compliqués, elles peuvent quand même produire des réponses différentes, bien qu'elles partent des mêmes bases de données assez proches. Donc cultiver l'esprit critique, c'est vraiment ce que je vois de plus important, et ça veut dire s'obliger, être vigilant à faire des choses différentes de ce qu'on fait habituellement. Voilà. Et voir des gens qu'on n'a peut-être pas envie forcément de voir, mais peut-être que ça va s'avérer finalement vachement intéressant. Voilà, aller voir des films qu'on n'a peut-être pas trop envie de voir, mais les copains y vont, on va y aller pour voir ce que c'est, etc. Et vous voyez, et s'obliger, c'est une forme de culture, hein, c'est-à-dire c'est pas lire les grands classiques, mais c'est élargir le champ de ces représentations, et qui élargit le champ de ces représentations, élargit le champ des possibles, il élargit le champ de ses décisions. L'esprit critique, c'est aussi cultiver une certaine forme d'impertinence. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Oui, alors l'impertinence, je pense qu'il faut attendre un peu pour la cultiver. Il faut déjà être installé dans la vie, parce que on la fait payer cher parfois aux jeunes. Mais quand on est installé dans la vie, après, oui, c'est une grande qualité. Paul Durand. Je sais pas, mais je pense que j'avais plus de licence pour être impertinent quand j'étais plus jeune, parce que tu peux plus facilement dire, ouais, et puis en plus tu peux plus facilement excuser ça sur le compte de la jeunesse et te permettre des choses que tu peux moins derrière. Je sais pas, à voir, faut expérimenter. Pour rebondir aussi sur votre question. Quelques astuces utiles quand même sur l'IA. La première, c'est d'apprendre à poser les bonnes questions et de le poser aussi de manière vraiment différente. Moi, souvent, je vais aller demander à l'intelligence artificielle, non pas que penses-tu de ça, mais par exemple, quelles sont les failles de ce raisonnement, ou alors est-ce que tu peux l'analyser sous cet angle-là, ou tu vois, avec un biais différent. Et ça, c'est quand même vraiment intéressant pour aller creuser un peu les différents aspects de la question, même si c'est la même IA. Enfin, on peut demander à plusieurs IA, mais on peut aussi demander à la même IA de manière différente. Ça peut être aussi de se dire comment est-ce que tu peux m'expliquer ce concept en prenant l'analogie par rapport à ça. Et l'IA, pour le coup, est très très forte à faire ce genre de jeu d'association, parce que c'est vraiment comme ça que fonctionnent donc les algorithmes de compression. Et donc c'est vraiment pour ça que là, c'est extrêmement utile. Et donc tout ce qui peut vous aider à apprendre par analogie, par expérimentation, ça, l'IA est très très bonne pour ça. Et je pense que si ça, vous arrivez à manier un peu ce dialogue un peu socratique avec l'IA, c'est vraiment une super compétence. Et à mon avis, dans un monde post-IA, on va beaucoup plus valoriser un esprit entrepreneurial, parce qu'il y a beaucoup de choses où, effectivement, si on a une tâche, on la délègue, on la met dans un prompt ou on l'outsource à un freelance, c'est pareil. Ça, il y a moins de valeur ajoutée que de se dire, vous avez une idée, vous allez jusqu'au bout. C'est souvent on dit, l'idée c'est 1%, l'exécution c'est 99%. C'est derrière, vous allez creuser le truc, l'affiner, aller le tester sur le terrain, etc. Et justement, l'IA est un formidable partenaire de jeu pour ça, parce que ça vous permet à vous d'avoir une surface de travail et de compétences, comme si vous aviez une équipe pour vous. C'est-à-dire que demain, vous dites, tiens, j'aimerais lancer un petit média, je sais pas, sur telle ou telle plateforme, et je sais pas coder un site, mince, il faut que j'aille payer quelqu'un, trouver de l'argent pour me développer un site web. Aujourd'hui, vous pouvez le demander à l'IA. Donc en fait, il y a aussi beaucoup de choses où on pourra avoir je pense, libérer de l'esprit entrepreneurial, et ça, c'est la meilleure façon finalement de se rendre, d'être sûr d'être toujours utile à l'ère de l'IA. Merci. Je crois que nous avons une question de la part du public, de madame. Bonjour. Merci pour ce débat.
Moi, je ne connais pas très bien l'IA, mais je l'ai utilisé pour des sujets professionnels. J'ai été intéressée par l'IA quand vous en avez parlé, notamment pour l'APHP. Vous avez dit on va faire des IA qui posent des questions. Donc ma question, c'est que aujourd'hui, quand on pense IA, on se dit ChatGPT, Gemini. J'imagine que il va y en avoir plein d'autres. Est-ce qu'il y a des IA qui vont être plus intelligentes que d'autres? Et je trouve que notamment poser des questions est une forme d'intelligence, en tout cas dans la relation, puisque c'est le thème du débat. Plus intelligente ou plus spécialiste peut-être des sujets. Alors, pendant que vous réfléchissez, un petit mot. Les adultes n'en voudront pas. Par contre, je pense qu'il y a un très beau marché du côté des enfants. Raconte-moi une histoire. Autour de quoi on pourrait raconter une histoire? Qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre? Mon lit. Ah ben on va partir du lit. Qu'est-ce qu'on pourrait raconter autour du lit? Je pense qu'il y a toute une pédagogie nouvelle qui est à inventer avec l'aide des IA. Les parents pourraient faire ça, mais les parents sont déjà submergés par leur vie personnelle, affective, professionnelle, et la quantité de séries Netflix à regarder, qu'il y en a tellement qu'ils ont eu manque de temps. Donc, mais une IA pourrait faire ça. Plutôt que de raconter une histoire, proposer à l'enfant de construire une histoire. Là, je pense qu'il y aurait vraiment, si j'avais le temps de m'investir là-dedans, il y a vraiment là quelque chose qui pourrait en plus parler à beaucoup de parents quand on invite leur enfant à créer des histoires. Voilà. Sinon, votre IA, on peut toujours, ChatGPT, on peut le programmer. Hein. Vous pouvez dire à ChatGPT, écoute, je veux pas de superlatif. Je veux pas que tu me passes de la pommade sans arrêt. Je veux que tu me cites je veux que tu référencies tout ce que tu me cites. Et il le fait. C'est un esclave, d'une certaine manière. C'est un esclave flagorneur, mais c'est quand même un esclave. Donc, il ne faut pas hésiter à programmer ces IA en fonction de ce qu'on attend d'elles. Votre exemple sur l'enfance me plonge dans l'enfance, ça me rappelle les disques. Alors à l'époque, on avait les 33 tours de Ménie Grégoire, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, qui racontaient des histoires, donc c'est un petit peu ça. Il y avait les histoires racontées par Ménie Grégoire sur disque, là on est dans une version 5.0 de création d'histoires par l'IA avec l'enfant jusqu'à ce qu'il s'endorme, quoi. Paul Duhan. Oui, juste pour revenir sur la question qui a été posée, mais sans rentrer dans trop de techniques, il y a des modèles qui sont plus ou moins intelligents. Ils ne sont pas forcément spécialisés dans le fait de trouver les questions, enfin de trouver les bonnes questions à poser. Mais globalement, tous les grands modèles aujourd'hui commerciaux sont... Enfin, ceux qui sont en haut de gamme, hein, ce qu'on appelle les modèles frontières, donc c'est les nouveaux GPT-5, Gemini 3, enfin tout cela, ils sont suffisamment intelligents pour être capables de trouver des questions pas trop débiles. Et effectivement, comme disait Serge, c'est plus dans la façon de le prompter. Vous pouvez juste lui dire, voilà, moi l'exercice c'est ça. Après, si on rentre dans plus de détails, il y aurait des façons d'aller spécifiquement entraîner des modèles qui sont entraînés pour aller trouver ces questions. C'est ce que font les modèles de raisonnement. Enfin, là, je vais rentrer un peu trop dans le technique, mais vous voyez, quand vous demandez à ChatGPT une question technique et que derrière, il va réfléchir pendant 47 secondes avant de répondre, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu une sorte de monologue interne où il a décomposé le problème en sous-problèmes et ça, forcément, il le montre pas forcément à l'utilisateur, mais il y a eu ce travail-là de décomposition du problème. Ça marche très bien pour les problèmes mathématiques ou les puzzles, etc. Et ça, en fait, ça ne vient pas tout seul. C'est de l'apprentissage par renforcement. C'est les grands labos, ils mettent beaucoup de temps et beaucoup d'argent là-dedans pour aller entraîner spécifiquement l'intelligence artificielle à être bonne, à décomposer des problèmes en leur montrant plein d'exemples de questions mathématiques et ah bah tiens, souvent lorsque tu as une question comme ça, il faut que tu commences par poser l'hypothèse et puis de quoi oui, c'est les fameuses IA agentiques. Et en fait, on pourrait tout à fait imaginer qu'un labo se dise, moi, je vais faire ce travail-là d'apprentissage par renforcement en faisant une IA hyper forte en socratique, une IA hyper forte en maïeutique, qui va poser exactement les bonnes questions, entraînée par Serge Tisseron, qui va lui dire, ça, c'est voilà, ça, il y a de la finesse dans ce raisonnement, ça, il faut creuser plus. C'est tout à fait possible. Simplement, c'est pas forcément là qu'il y a l'argent, mais c'est le genre de choses qu'on pourrait faire si on s'y mettait, justement, pour reboucler ce qu'on disait tout à l'heure. Si on disait, tiens, on veut vraiment mettre le paquet pour avoir une intelligence artificielle spécialisée à une vision d'éducation publique, on va faire un grand défi, entraîner des IA qui sont spécialisés dans le fait d'aller apprendre, faire apprendre à apprendre, on pourrait tout à fait le faire. Ça demande des investissements, ça demande de l'argent, ça demande une vision, mais technologiquement, c'est possible. Alors, nous avons plusieurs questions. D'abord, monsieur qui est ici.
Oui, pourriez-vous faire quelques commentaires sur deux sujets que vous n'avez pas abordés? Un, la propriété intellectuelle. Deux, l'empreinte carbone. Bon, je vais prendre l'empreinte carbone, je laisse l'autre à qui veut. On a un problème. Les prédictions ou les prévisions, c'est entre 600 TWh. La France, c'est 380, donc c'est une France et demie pour le plus bas. Le plus haut, c'est le Shift qui va jusqu'à 1008. C'est pas très solide. Donc c'est c'est 5 France, quoi. Et le consensus, c'est que on peut pas rejoindre l'accord de Paris, c'est-à-dire net zéro en 2050, si on dépasse les 700 TWh, en gros. Donc c'est probablement d'ailleurs vers quoi on se dirige. C'est essentiellement du gaz, c'est-à-dire que les data centers se créent dans 4 États américains et c'est surtout du gaz, même si pour des questions d'affichage, on raconte que c'est des ENR. Et donc, c'est vraiment problématique. Maintenant, je parlais l'autre jour avec une des entreprises qui est la plus avancée dans la construction de data centers et qui me disait on a un vrai doute sur la réalisation de tous les projets qui sont affichés parce que, en fait, ça revient à ce que toute l'humanité se serve de l'équivalent d'un modèle frontière et s'en servent quand même assez intensément sur la perspective 2030. D'ailleurs, quand on voit la décomposition que fait OpenAI, ils disent à peu près ça. Ils disent toute l'humanité en 2030 se servira, enfin toute l'humanité, la moitié de l'humanité se servira de ces modèles-là et s'en servira de façon assez intensive. Donc ça c'est questionnable. Et puis le deuxième aspect, c'est que ça tient assez peu compte du fait qu'il peut y avoir des ruptures technologiques. Donc quand DeepSeek sort il y a presque un an maintenant, en fait on a un ratio token qui est à peu près entre 6 et 10 fois moins intensif que ce qu'on a sur les modèles qui existaient à l'époque, et qu'il est vraisemblable qu'on ait pas mal de ruptures de ce type-là technologiques. Par ailleurs, je suis un peu long, mais dans l'annonce du quarter là, qui a été faite par Nvidia, il y a quand même un truc qui est assez inquiétant, qui fait que le cours a baissé 24 heures plus tard de 10% quand les analystes ont commencé à regarder la documentation, c'est que il y a le TSO, c'est-à-dire le délai de paiement de 10 milliards de commandes, ce qui est important sur le quarter, qui représente, je crois, je ne sais plus combien, 80 milliards de commandes, eh bien, c'est pas payé. Et donc, le rapport offre-demande n'est pas aussi différencié que l'on croit, et la matérialité de cette perspective, elle est probablement en dessous de ce que l'on dit généralement. Donc, je dirais que oui, c'est une préoccupation très forte. On n'ira jamais, à mon sens, d'ici 2030, on ne passera pas les 800 TWh. Donc, c'est toujours très préoccupant là-dessus. Et par ailleurs, mon sentiment, c'est qu'il y aura des ruptures technologiques qui fera qu'on n'aura pas besoin de toute cette capacité. Par exemple, Gemini 3, ça tourne sur des tensors. Et on n'a pas encore la connaissance du ratio énergétique, mais je prends un facteur très très important, très en deçà de ce qu'on fait en matière d'inférence sur GPT-5. Ouais, en IA, on dit souvent, c'est comme il y a la loi de Moore où on disait les capacités de calcul doublent tous les 2 ans, et en fait, dans l'IA, ce qu'on dit, c'est que les coûts d'inférence sont divisés par 10. Tous les ans. Jusqu'ici, ça s'est vérifié. Alors le problème, c'est qu'en fait, lorsqu'on divise les coûts énergétiques d'inférence par 10, on multiplie l'usage par bien plus que 10. donc l'un dans l'autre, ça augmente. Peut-être sur le sujet de droit d'auteur, très très rapidement, parce qu'en fait, on a malheureusement le temps qui passe, et il y a 2 questions au moins qui sont à prendre encore. Alors, je vais juste sur l'empreinte carbone, un tout petit truc, c'est que l'empreinte carbone, ça dépend vraiment de comment est-ce qu'on s'en sert. C'est-à-dire que si c'est une IA pour aller aider à faire un diagnostic qui peut sauver une vie, évidemment, faites-le. Et en fait, si derrière, c'est pour aller générer une vidéo réseaux sociaux en mode brain rot à mettre sur TikTok avec les nouveaux algorithmes par exemple Sora 2 pour ne pas en faire la pub,
pub. Générer une vidéo, c'est 10 000 fois plus consommateur que répondre à un simple prompt textuel. Pour une utilité sociale qui est 10 000 fois inférieure, on est un facteur 10 000 fois 10 000. Enfin voilà, vous savez, il y a littéralement, quand on parle d'IA, des usages qui sont 1 milliard de fois plus polluants que d'autres en termes de ratio utilité par consommation. Donc c'est aussi aux gens d'être un peu responsables. Voilà, c'est juste là-dessus. Et sur les droits d'auteur, bon, le problème c'est que le chat est un peu sorti du sac. Comment dire en bon français, oui, enfin concrètement, les grands labos se sont complètement assis sur le droit d'auteur et l'équation elle est simple, hein, c'est que derrière, même si par exemple Anthropic qui a pris une amende de 1,4 milliard, bon bah ça paraît beaucoup. Une transaction, pardon, à transiger pour 1,4 milliard, évidemment c'est beaucoup, mais bon derrière en fait d'avoir, c'est rien par rapport à 500, la boîte vaut 500 milliards exactement, donc en fait on se dit super, je vais aller pirater tout parce que derrière la valorisation que je vais avoir fait que tout ça c'est à côté, ce sera peanuts. Là il y a un vrai problème, mais pour mettre peut-être une pointe d'optimisme là-dedans, là où va la recherche en IA, c'est plutôt vers de la donnée simulée, vers ce qu'on appelle de la donnée synthétique et aussi des simulateurs de monde, parce qu'en fait, tout simplement, on se rend compte que les IA elles tournent en rond puisqu'on a atteint un peu le maximum de toute la donnée consommable. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a cet effet plateau, hein, que GPT-5 pas fait un aussi gros step qu'on le voulait par rapport à GPT-4 et que tout le monde était déçu, c'est parce qu'en gros on a consommé toute la donnée disponible et donc la prochaine frontière de la recherche c'est de dire on va avoir des IA qui vont plutôt aller simuler simuler des problèmes, aller générer donc, toutes ces données synthétiques. Et l'exemple type, hein, c'est au jeu de Go. L'IA qui est AlphaGo, qui a fait sensation il y a 10 ans maintenant, est devenue super humaine en apprenant à jouer contre elle-même, pas en allant analyser toutes les données historiques de tous les joueurs de Go, mais simplement en apprenant à jouer contre elle-même. Donc ça, c'est la donnée synthétique. Dans les usages du vrai monde, on ne sait pas encore trop bien faire ça, parce que jouer contre soi-même au Go, on sait faire. Faire des poèmes contre soi-même pour apprendre à faire des meilleurs poèmes, on ne sait pas faire. Mais on commence à y arriver. Voilà. Et donc, c'est ça la prochaine frontière qui, du coup, va faire qu'on va peut-être moins utiliser les données copyrightées. Allez, le temps qu'on passe le micro à monsieur qui est au fond, Serge Tisseron. Oui, juste un petit mot. Oui, par rapport au droit d'auteur, il y a le fait que les IA pillent évidemment les auteurs et qu'il n'y a pas de rétribution des auteurs. Bon, ça, ils ont bien raison de protester très fort. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est que l'IA qui ne crée rien mais qui se contente de faire des coupés-collés et qui reproduit encore ses propres créations à l'infini du fait de toutes les demandes qui sont faites par des internautes, ça pourrait créer ce qu'on appelle, du fait de l'endogamie, une espèce d'effondrement, c'est-à-dire que le champ de l'IA serait totalement stéréotypé, les créations humaines en auraient disparu et il y aurait un paysage uniforme et je trouve que ça serait très bien. Les gens s'en détourneraient parce que ce serait toujours pareil. Monsieur, je vous en prie. Oui, l'IA va modifier complètement les cycles économiques tels que suite à la création et destruction de Schumpeter et raccourcir les cycles de Kitchin. Donc on a vu que la numérisation et la robotisation a complètement transformé les métiers des cols bleus. L'IA va transformer complètement les cols blancs. Lors de la 4e assise sociale co-organisée par AEF, Cécile de Saint-Michel, la présidente de l'ordre des experts comptables, a choisi, elle, qui utilise l'IA parce qu'il y a plein de données au niveau des cabinets d'experts comptables, PME et TPE, a choisi de monter en expertise les salariés qui pouvaient être débarqués. Est-ce que vous avez des modèles d'entreprises assez importantes, beaucoup plus importantes, sur lesquelles on va essayer de faire monter en compétence les salariés sur les prompts, sur l'aspect critique, entre guillemets, le lapin à 4 pattes et les individus à 8 doigts pour créer une vraie expertise métier par métier. Voilà. Merci. Là, j'ai un exemple d'une grosse entreprise qui va essayer justement de retouler des codeurs dont elle n'a plus besoin parce que de toute façon, elle va mettre de l'IA puis ça sera en Inde et il y aura plein d'IA. Faire monter des codeurs justement sur de la data analyse, sur de la cyber. Donc en fait, il y a plein d'entreprises quand même super responsables qui se disent bon, je ne vais pas me contenter de mettre tout ça à Pôle emploi, je vais m'occuper vraiment de mes collaborateurs et de les monter en expertise.
Donc il y a pas mal sur l'IT, pas mal sur des métiers de back-office qui peuvent repasser en front-office aussi. Enfin, il y a pas mal d'entreprises justement qui travaillent sur le reskilling, on appelle ça le reskilling des collaborateurs, et d'autres qui travaillent en disant, bon, sur les cols blancs, il n'y aura plus de jobs, mais il y a plein de jobs de col bleu, dans les métiers du care, dans les métiers du lien, dans l'hospitality, et on va essayer de faire des passerelles pour accompagner des collaborateurs dans des jobs qui sont plus du tout des jobs de bureau, en fait, de col blanc, mais des jobs complètement différents, un peu dans les EHPAD, dans les crèches, dans les hôtels, dans les restaurants. Donc, c'est une grosse transformation, ça, mais c'est quand même possible. Mais de toute façon, dans l'avenir, comme c'est énormément d'emplois, col blanc vont disparaître, il va falloir trouver des solutions de ce type. Merci beaucoup Isabelle Calvez pour cette réponse. On a une dernière question peut-être, pour pas trop déborder, une dernière question concise. Monsieur, oui, vous voulez prendre la parole, monsieur ? Ah, vous avez le micro, d'accord. Okay. Alors, extrêmement rapidement, puis après monsieur, et après on termine, et puis on pourra échanger de manière informelle. Une question très courte. La relation à l'IA en Europe, comment on peut avoir et maîtriser cette relation à l'IA en Europe quand l'IA est construite soit d'un côté par l'Amérique, soit de l'autre côté par la Chine, avec le sujet démocratique ou d'intelligence neuroatypique qui a été évoqué tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est pour moi, mais... alors, d'abord, il y a un truc assez marrant qui a été publié, enfin marrant, plutôt réconfortant, qui a été publié il y a 3 semaines par JP Belland, qui est une sorte de banque d'affaires qui supervise un peu ces sujets d'investissement et qui montre que, en fait, l'Europe est en train de rattraper sur les investissements, non pas frontières, mais sur les investissements qui est la couche d'usage. Donc il y a eu, je crois, depuis le début de l'année, quelque chose comme, je ne me rappelle plus des chiffres, mais il me semble 28 ou 38 milliards qui étaient investis, versus 40 aux États-Unis. Enfin, le delta était de 2 milliards avec les États-Unis sur ce sujet-là, et que l'année dernière, le décalage était beaucoup plus important. Donc la question que vous pourriez me poser, c'est, oui, mais l'objection que vous pourriez me faire, c'est que les IA frontières restent un sujet important. De plus en plus... Et il y a une étude qui est sortie là, il y a vraiment 3-4 jours, ces modèles sont open source. Parce qu'on veut créer des communautés qui développent sur ces modèles-là. Et j'écoutais récemment un podcast là-dessus qui disait, mais on a très longtemps dit que finalement la valeur ajoutée était dans les modèles frontières. Il y a beaucoup d'investisseurs vraiment phares, dont A16Z, qui disent, mais en fait, c'est en train de muter dans l'applicatif. Parce que ça se commoditise, les modèles frontières. Donc, je fais un grand détour pour vous répondre, mais je pense que si l'Europe comprend ces dynamiques-là, on a la possibilité de monter dans le train un peu comme des coucous, mais néanmoins de trouver notre place là-dedans. Et en tout cas, moi, je peux vous dire que c'est vraiment ce que je m'attache à dire. J'ai passé 2 semaines à la commission, là, j'en reviens, là, je suis revenu lundi, et je pense qu'il y a une compréhension de ça au sein de la Commission. Le gouvernement français, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne sait plus très bien à qui on parle, mais en tout cas, il y a une perspective, quoi. Ok. Dernière question, monsieur. Je sens que les débats sont évidemment passionnants. Hein, J'avais une question, une réflexion sur les usages, parce qu'en fait, on parle beaucoup des enjeux technologiques, économiques, géopolitiques, mais en fait, les outils qui sont proposés permettent des usages qu'on n'imagine même pas et qui sont énormes. Mais au final, il y a beaucoup d'applications, de choses à faire très pratiques, très faciles avec l'IA. Et ça devrait être, pour moi, ça l'urgence, en fait, les débats géopolitiques et macro sont importants parce qu'il faut se positionner, mais pour le commun des mortels et pour le particulier et pour l'employé, se dire concrètement, moi, dans tout cet univers infini, comment je vais m'en servir. Et l'exemple que j'ai, moi, c'est l'usage de documents, de questions sur des documents limités. C'est des choses qu'on peut faire, par exemple, avec NotebookLM, en se disant, en fait, quand on va sur ChatGPT, on a toute l'information l'information, les données disponibles, qui va nous donner, on va poser un prompt simple parce qu'on n'est pas expert, et on va avoir une réponse qui vient n'importe comment. Mais déjà, si
On a l'éducation de dire, en fait, moi, je veux sur un lot de documents ou sur les documents sur lesquels je travaille, j'apprends à faire un prompt. Et pour moi, c'est ça l'urgence, de se dire, en fait, c'est quoi son usage personnel, chacun des IA, avec ses objectifs et ses besoins spécifiques. Bon, on va vous recruter pour faire des cafés IA, hein, ça me paraît une bonne idée. Ah, ça, c'est un Avec bon mot de la plaisir. fin, ça. C'est ce qu'on fait dans les cafés IA, en tout cas. On fait, parmi les choses qu'on fait, on fait ça. Alors, on s'aperçoit que l'IA fait beaucoup moins peur. Quand je fais des conférences, je demande qui est sur les réseaux sociaux, qui utilise GPT, qui utilise notre IA. L'IA fait assez peu peur par rapport à d'autres technologies numériques, parce que dès qu'on s'adresse à elle, elle est tellement gratifiante, tellement gentille, tellement attentive, et que les gens se laissent séduire très vite. Et donc, du coup, le bouche à oreille fonctionne très fortement entre les générations aussi, les plus jeunes montre aux parents, aux grands-parents. Et le problème, c'est le trop de confiance, justement. C'est une technologie qui, pour la première fois dans l'histoire, est une technologie conçue pour alimenter les interactions. Et son affordance, c'est pas de susciter des interactions. Son affordance, sa qualité de relationnel avec l'humain, c'est d'alimenter sans fin des interactions. Donc, c'est une bonne nouvelle que les gens puissent l'aborder. Après, le problème, c'est que que les algorithmes travaillent très dur, enfin les fabricants d'IA travaillent très dur pour qu'une fois que les gens ont commencé à parler avec, ils puissent plus s'arrêter. C'est ça le problème. Donc en effet, discuter, que ça, les cafés IA, c'est très bien, les cafés IA, je pense que les gens qui y vont, ils ont une expérience petite, puis ils ont envie d'échanger. On en revient toujours à cette idée, de faire des groupes de conseils mutuels, d'entraide, d'échange d'expériences, voilà, et surtout intergénérationnels. Parfait, merci beaucoup. Je vous propose d'en rester là parce que voilà, on a déjà pas mal débordé. Merci beaucoup Isabelle Calvez, Paul Duhan, Gilles Babinet, Serge Tisseron. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée.